Est-ce que la reprise est devant nous pour Kering? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du luxe. Est-ce vraiment toujours du luxe? Je me demande d'ailleurs. Alors, le cours de la publication a été reçu pas très favorablement, à mon avis. Donc, on est toujours plutôt assez bas au niveau du cours, hein. Le plus haut a été fait à 704 €, allez, 705 €. Donc, une bonne division par 3 hein, sur Kering. Point bas touché à 145. Depuis, ça rebondit un petit peu, mais ça reste volatile. Alors, au niveau de la croissance, bah là, moi ce que je vois, c'est que c'est une entreprise dont la décroissance s'accélère, hein. C'est pas bon ça, hein. Ça veut dire que, pour l'instant, ça va encore continuer à se dégrader, enfin ça continue à se dégrader. On a donc une croissance médiane à 6,1 % sur 10 ans. Actuellement, à juin 2025, on est à -15. Bon, effet périmètre aussi peut-être, hein, sans doute, il faut aller regarder. Donc qu'est-ce qu'embarque cette variation du chiffre d'affaires, hein? Il y a peut-être, oui, des cessions d'actifs aussi, hein. En tout cas, l'entreprise a fait 29, allez, presque 30 milliards d'acquisitions, la market cap est à 26 milliards. Bon, est-ce qu'on a détruit de la valeur? Est-ce que le track record est bon en acquisition? Pas sûr, hein, pas sûr. Kering, de ce point de vue-là, à mon avis, c'est pas très qualitatif. Au niveau des taux de marge, on va regarder alors, taux de marge brute. Il y a 10 ans, 61,4, actuellement 73. Donc rien à dire, hein, ils ont réussi, à monter leur prix. Donc ils ont du pricing power. À ce niveau-là, ça reste du luxe. On est sur un niveau d'avantage concurrentiel, hein, puisqu'on a 73, bien au-delà des 60. De marge d'EBITDA en chute libre. Donc depuis, là c'est quoi? C'est juin 2023. Le taux de marge d'EBITDA ne fait que chuter. Donc dégradation énorme de l'efficience opérationnelle. Ça, c'est pas bon du tout. C'est vraiment médiocre. Taux de marge nette en chute libre également. Donc ça suit bien, ça suit le taux de marge d'EBITDA. Donc ouais, il n'y a pas de. Donc c'est vraiment les opérations qui plombent Kering en fait, hein. Au niveau des taux de marge de free cash flow, c'est un petit peu mieux. On a 8,8%. Maintenant, les free cash flow qui sont un peu plus élevés que les bénéfices nets. Apparemment, à mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance organique. Donc on ne fait pas de dépenses en capital, vu qu'il n'y a pas l'opportunité de croissance. Donc, pas terrible, terrible, hein. Les marges commencent à vraiment chuter sur Kering. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a à peu près une équivalence. Donc, on pourra aussi bien utiliser les free cash flow que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise, si on le souhaite, utiliser ces flux à ce niveau-là. Est-ce que l'entreprise a BFR négatif? Non, il est positif, il est de plus en plus positif. Ce BFR, on a 2,540 milliards. Pas bon, hein, c'est pas bon. Ça veut dire que l'entreprise, elle est à la merci un peu de ses clients et de ses fournisseurs, hein. Alors clients, peut-être pas, mais en tout cas, elle doit payer ses fournisseurs rapidement, enfin, en tout cas, ou alors il y a un problème de stock, hein. On peut voir aussi, les stocks, sur l'outil. On peut regarder, inventory, hop, est-ce qu'il est en augmentation ou pas? Ça augmente un petit peu quand même, hein. On peut faire une variation comme ça, hop, bon. Alors ça a monté sur 2022. Là, c'est en train de se résorber, les stocks. Mais bon, donc la dégradation du BFR, d'être client ou créance client, pardon, ou d'être fournisseur, hein. C'est à cause de ça que c'est, positif. Est-ce qu'il y a une variation négative en cumulé? Non. Variation positive en cumulé, hein, donc on a cessé d'avoir des variations, positives du BFR. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que la situation se dégrade. Bon, et du coup, si on a un BFR positif, ça veut dire qu'il faut injecter du cash pour faire tourner les opérations, malheureusement. Et donc ça fait monter la dette, malheureusement. Alors, ensuite, au niveau des CAPEX et des dépréciations amortissements, on a une accélération des CAPEX depuis juin 2023. Donc, on a plus de dépenses en capital maintenant, à 7 milliards de plus en cumulé par rapport aux dépréciations amortissements. On a 2,3 milliards de other non-cash items, donc ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il fallait voir un tableau de flux de trésorerie, mais donc, on est sur, toujours, ouais, 5 milliards en excès par rapport aux dépréciations amortissements. Mais ici, les free cash flows sont équivalents aux bénéfices nets, donc il nous manque quelque chose pour savoir d'où vient la différence. Bon, moi je pense que là, ils font du CAPEX, ils ont l'espoir d'une reprise de la croissance. Pour l'instant, on ne la voit pas, cette reprise de la croissance, à moins que la croissance qui est affichée ici soit masquée par un changement de périmètre, hein. Je vous rappelle que l'outil ici, il affiche la croissance publiée, hein, donc on n'est pas en pro forma, c'est-à-dire périmètre échange constant, hein. Bon, donc free cash flow au bénéfice net, c'est à peu près équivalent.
on continue à faire la dépense en capital, à voir si ça porte ses fruits par la suite. Alors ensuite, on va aller regarder la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. 12,5 en médiane, très bien. 4,6 actuellement, pas très bien. Là, c'est nul, hein. Enfin, on est sur une rentabilité qui... C'est un secteur qui a normalement une rentabilité quand même assez satisfaisante. Là, on est au plus bas depuis, on est au plus bas depuis 2005. Donc, c'est pas du tout beau, hein. Là, ça se dégrade complètement, hein. Donc, Kering est de moins en moins rentable. Au niveau de l'endettement, alors il faut les regarder, hein, s'il y a de l'IFRS 16, est-ce qu'il y a des obligations locatives et les retrancher de cette dette nette-là. Donc, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là du tout, hein, sur Kering. Toutefois, il me semble qu'on est quand même bien au-delà des 3 fois l'EBITDA, hein. Donc, on est quand même beaucoup trop endetté sur Kering, malheureusement. Et donc là, si cette dette-là, elle est correcte sans obligation locative, ça me donne 5 fois l'EBITDA. C'est beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé. Donc, il faut faire quelque chose, il faut céder des actifs pour se désendetter, en fait, hein. Et je pense que c'est ce que fait l'entreprise. Est-ce que l'entreprise rémunère les actionnaires? Enfin, elle commence à baisser le dividende. Parce qu'avant, donc en décembre 2024, alors que la situation n'était pas beaucoup, enfin, n'était pas meilleure, hein, on a versé 1,7 milliard sur 12 mois glissants. Bon, on commence à couper le dividende, ce qui est complètement raisonnable, hein. Bon, ce dividende, il représente la moitié des free cash flow, donc c'est soutenable à ce niveau, tant que les free cash flow se maintiennent à ce niveau-là. Mais si la croissance continue à chuter, les cash flows opérationnels vont chuter aussi, et par conséquent, les free cash flow également. Sauf si on arrête d'investir. Mais ils continuent à investir, donc en capital, hein, j'entends. Donc bon, il va falloir couper le dividende encore plus que ça, je le pense, hein. Là, ça me calcule un rendement de l'actionnaire de 2,8% parce qu'ils ont coupé le dividende, hein. Avant, il était plus élevé que ça. Mais c'était inévitable, hein, qu'ils coupent le dividende, il n'était pas soutenable. Bon, on ne va pas sur Kering pour le dividende de toute façon, hein, c'est trop compliqué. En ce qui concerne la valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 10,5 contre 12 en médiane. Ça me semble ça me semble cher, hein. Vu la qualité du dossier, en fait, on paye encore très cher, hein, sur Kering. Donc, moi, je pense que c'est encore compliqué. Là, c'est un rebond, à mon avis, un peu spéculatif, mais il va falloir attendre que les choses aillent mieux pour Kering, hein. Et on va comparer Kering et LVMH d'ailleurs. Tiens, LVMH est quand même beaucoup plus qualitative. Moi, ça m'étonnerait qu'ils aient la même valorisation, hein. Quasiment en fait. Donc ça, je comprends pas. En fait, il y a de la spéculation sur Kering, hein. Là, le multiple qui est donné, il est trop élevé. LVMH, OK, c'est en décroissance, OK, ça souffre, mais on est sur des bases qui sont quand même beaucoup plus saines, une meilleure rentabilité, beaucoup moins de dettes, des rachats d'actions de mémoire, un dividende qui est soutenable, alors que Kering, on coupe le dividende, la rentabilité s'effrite, la croissance a plongé. Moi, ça mérite pas du tout ce multiple-là, hein, Kering. Donc c'est spéculatif pour moi. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!